La maman Emma est malade, alors je suis venu à sa place. Quand la petite Émilie, âgée de 10 ans, a marché droit dans le bureau d'un milliardaire pour passer l'entretien de sa mère, la sécurité s'est précipitée pour l'expulser. Le milliardaire se préparait déjà à la jeter dehors. Mais ce qu'il fit ensuite était incroyable. Les immenses portes vitrées du gratte-ciel de la Défense n'avaient pas l'air de s'ouvrir pour des enfants comme Émilie. À l'intérieur de ce bâtiment se trouvait la seule chance de sauver sa famille d'un avis d'expulsion. Mais l'entretien avait lieu dans 20 minutes et sa mère ne pouvait même plus soulever la tête de l'oreiller. La lumière grise du matin traversait les rideaux fins du petit appartement de banlieue froide et impitoyable. Elle révélait les poussières en suspension dans l'air glacé. Le chauffage avait été coupé depuis 3 jours. Il avait fallu choisir entre la chaleur et la nourriture. Et Marie avait choisi la nourriture pour sa fille. Dans un coin de la pièce, Marie était assise au bord du matelas, son corps tremblant. Une toux profonde et rauque secouait sa silhouette frêle, résonnant fort dans le silence. Elle tenait un téléphone contre son oreille avec une main pâle et tremblante. « S'il vous plaît, » dit-elle d'une voix rauque et affaiblie. « J'ai juste besoin de reporter. Ce n'est qu'une fièvre. J'irai mieux demain. » Émilie était assise à la petite table de cuisine, rayée à 3 mètres de là. 10 ans, les cheveux blonds tirés en une queue de cheval impeccable. Elle observait sa mère avec des yeux qui avaient déjà vu trop de soucis pour un visage si jeune. Elle se mordillait la lèvre inférieure, écoutant la voix à l'autre bout du fil. Même d'ici, la voix semblait minuscule, tranchante, impatiente. « Madame David », claqua la voix dans le téléphone. « Le groupe Millet ne reporte pas. Nous avons 50 candidats pour ce poste de nettoyage. Si vous n'êtes pas dans le hall à 9 heures précises, nous passons au nom suivant. C'est la règle. »« Mais je me suis préparée, » supplia Marie, les larmes lui montant aux yeux. « Je sais que je peux faire ce travail. J'ai juste besoin. 9 heures ou ne venez pas du tout. » La ligne se coupa net. Marie baissa le téléphone lentement. Ses épaules s'affaissèrent et elle laissa échapper un sanglot qui se transforma en une nouvelle quinte de toux violente. Elle se roula sur le côté, tirant la mince couverture jusqu'à son menton. La fièvre brûlait en elle, lui volant ses forces, lui volant son courage. Émilie se leva. Elle s'approcha du lit et posa une main fraîche sur le front brûlant de sa mère. « Maman, » murmura-t-elle. « Je suis désolée, Émie. » chuchota Marie, les yeux se fermant. « Je suis tellement désolée. J'ai tout gâché. Repose-toi maintenant, ça va aller. » Mais ça n'allait pas. Émilie savait exactement à quel point ça n'allait pas. Elle regarda le calendrier au mur. La date de l'expulsion était encerclée d'encre rouge dans 3 jours. Ce travail n'était pas juste un emploi. C'était la différence entre cet appartement glacial et le foyer d'hébergement du centre-ville. La respiration de Marie se ralentit, l'épuisement et les médicaments qu'elle avait pris, plus tôt, la plongeant enfin dans un sommeil agité. Émilie recula d'un pas. Elle regarda la pièce. C'était propre. Impeccable, en fait. Sa mère frottait des sols pour vivre et gardait leur maison aussi nette que possible, même si les meubles étaient de seconde main et le tapis usé jusqu'à la corde. Sur la petite commode se trouvait une photo encadrée, la seule chose de valeur qu'elle possédait. Une photo en noir et blanc d'un homme plus âgé en uniforme. Il se tenait droit, mâchoire serrée, regard à la fois bienveillant et farouche. Grand-père Fringue. Il avait été sergent dans la Légion étrangère. Il était mort 2 ans plus tôt, mais Émilie lui parlait encore dans sa tête. La peur est une réaction. Le courage est une décision, lui répétait-il toujours. Quand la pente devient raide, le soldat continue de grimper. Émilie regarda sa mère vaincue et endormie. Puis elle regarda la photo.
Je ne peux pas la laisser perdre tout ça, grand-père, murmura-t-elle dans la pièce vide. Son regard glissa vers la chaise où Marie avait posé ses vêtements la veille. Un chemisier blanc repassé avec soin, un pantalon noir et la chemise en cuir. Le dossier était vieux. Il avait appartenu au grand-père Frank. À l'intérieur se trouvait le CV de Marie. Émilie l'avait aidé à le taper à la bibliothèque. Ce n'était pas un long CV, surtout du travail de restaurant, de ménage d'hôtel et d'entretien. Mais il était honnête. Une sensation étrange naquit dans la poitrine d'Émilie. Ce n'était pas de la peur. C'était quelque chose de plus dur. Une résolution trop grande pour un si petit corps. Elle regarda l'horloge. 7h45. Le bâtiment était à Paris, un trajet de bus RATP d'environ 40 minutes. Émilie bougea silencieusement. Elle alla à son petit placard. Elle n'avait pas de tailleur, mais elle avait ses vêtements du dimanche, une jupe bleu marine un peu courte, une chemise blanche et un gilet gris. Elle les enfila. Elle tira ses chaussettes blanches bien haut et mit ses chaussures d'école noires éraflées au bout. Elle alla à l'évier, mouilla une serviette en papier et frotta les éraflures jusqu'à ce que le cuir paraisse aussi sombre que possible. Présente-toi avec dignité, Émilie. Même si tes poches sont vides, tu as la fierté dans la colonne vertébrale. C'était encore la voix du grand-père Frank. Elle retourna à la chaise et prit le dossier en cuir. Il semblait lourd entre ses mains. Il sentait le vieux papier et le tabac, une odeur qui lui rappelait la sécurité. Elle griffonna un mot au dos d'une enveloppe et le posa sur l'oreiller près de la tête de sa mère. Parti acheter de la soupe. Je reviens vite. Je t'aime. Amy. C'était un mensonge, mais un mensonge nécessaire. Si sa mère connaissait la vérité, elle essaierait de l'arrêter, ou pire encore, de se lever et de s'effondrer. Émilie passa la clé autour de son cou, prit une profonde inspiration et ouvrit la porte. La ville était une bête. C'est ainsi que Marie l'appelait toujours. Elle était bruyante, indifférente, rapide. Émilie était assise sur le siège en plastique dur, du bus RATP numéro 42, serrant le dossier contre sa poitrine comme un bouclier. Ses pieds ne touchaient même pas le sol. Le bus sentait les imperméables mouillés et les vapeurs de diesel. En face d'elle, une femme aux yeux fatigués l'observait. « Pas d'école aujourd'hui, ma petite ?» demanda la femme. Émilie se redressa. « J'ai un rendez-vous important », répondit-elle avec sa meilleure voix d'adulte. La femme ricana un rire sec et sans joie, puis détourna le regard. Émilie fixa la fenêtre. Le quartier aux immeubles de briques croulants et aux grillages rouillés laissait peu à peu place au verre et à l'acier. Les gens sur les trottoirs changeaient aussi. Ils n'avaient plus de bottes de travail et de sweats à capuche, mais des trench coats et des chaussures brillantes. Ils marchaient plus vite, yeux rivés sur leur téléphone, évitant le contact visuel. L'estomac d'Émilie se contracta de nervosité. Elle n'avait pas pris de petit déjeuner. Il n'y avait pas assez de lait pour les céréales, et elle voulait garder la dernière tranche de pain pour sa mère. « Concentre-toi », se dit-elle. Objectif de mission. Le bus s'arrêta en soufflant près de la Défense. « Quartier d'affaires », grogna le chauffeur. Émilie descendit les marches d'un bond. Le vent la frappa instantanément. Un vent froid mordant qui tourbillonnait autour des tours de verre, s'engouffrant dans les rues comme dans un tunnel. Il piquait ses joues et tirait sur sa queue de cheval. Elle frissonna, resserrant son gilet fin. Elle aurait voulu porter un manteau, mais la fermeture éclair de son manteau d'hiver était cassée et il avait une tache sur le devant. Ça n'aurait pas fait professionnel. Elle marcha 2 rues plus loin, vérifiant l'adresse écrite au stylo bleu sur le dos de sa main. Puis elle le vit, le bâtiment Millet. Terrifiant. Il s'élevait dans le ciel un monolithe de verre noir et de chrome.
Il reflétait les nuages comme si un morceau de tempête s'était posé sur la rue. Hommes et femmes, en costumes sombres, entraient et sortaient des portes tournantes comme un flot de fourmis. Émilie s'arrêta au bas des marches. Elle se sentit minuscule. Elle n'était qu'une gamine de la banlieue sud avec des chaussures éraflées et l'estomac vide. Qu'est-ce qu'elle faisait là? Elle toucha le dossier en cuir. Elle sentit le contour des papiers à l'intérieur. « Je suis la fille de Marie-David », pensa-t-elle, et la petite fille de Franck. Elle monta les marches. La porte tournante était lourde. Elle dut pousser avec son épaule pour la faire bouger. Elle trébucha en entrant dans le hall et s'arrêta net. Il faisait chaud à l'intérieur, et ça sentait le café cher et la cire pour sol. Le plafond s'élevait sur 3 étages. Un immense lustre semblable à une cascade de gouttes de lumière pendait au centre. Le sol de marbre si poli reflétait son image, une petite silhouette blonde dans un monde de géants. Des agents de sécurité en blazer se tenaient près des ascenseurs. Un comptoir d'accueil en acajou sombre, long de plusieurs mètres, barrait l'accès au reste du bâtiment. Émilie inspira profondément. Elle traversa le sol de marbre. Ses semelles en caoutchouc couinèrent légèrement, un son minuscule dans cette pièce immense. Derrière le comptoir était assise une femme qui semblait faite de fer. Ses cheveux argentés coupés en carrés stricts, des lunettes sans monture, un casque téléphonique. Elle tapait furieusement sur son clavier. Une plaque sur le bureau indiquait « Madame Higgins, chef de la réception ». Émilie s'arrêta devant le comptoir. Il était si haut que son nez dépassait à peine le bord. Elle attendit. Madame Higgins ne leva pas les yeux. Elle continuait de taper. Émilie s'éclaircit la gorge. Un petit son. Madame Higgins continua de taper. Émilie se hissa sur la pointe des pieds. « Excusez-moi, madame. » Madame Higgins s'immobilisa. Elle regarda par-dessus ses lunettes vers le bas. Il lui fallut un moment pour repérer la source de la voix. En voyant Émilie, ses sourcils se froncèrent. « Tu es perdue, mon enfant ?» demanda-t-elle. Sa voix n'était pas méchante, mais vive, efficace. Les groupes de visite se réunissent généralement à l'entrée latérale. « Je ne fais partie d'aucun groupe », répondit Émilie. Sa voix tremblait légèrement, mais elle se reprit. « Je suis ici pour un entretien. » Madame Higgins cligna des yeux. Elle cessa complètement de taper. « Pardon? Je m'appelle Émilie David. Je suis ici pour Marie-David. Elle a un entretien à 9 heures pour le poste de nettoyage. » Madame Higgins soupira. Elle retira son casque et le posa sur le bureau. « Où est ta mère, Émilie? »« Elle est indisposée, » dit Émilie, utilisant un mot qu'elle avait lu dans un livre. « Elle est très malade, mais elle a besoin de ce travail. C'est la personne la plus travailleuse que vous rencontrerez. Alors, puisqu'elle ne pouvait pas venir, je suis venu apporter son CV et répondre à vos questions. » Madame Higgins observa la fillette. Elle regarda son gilet bon marché, ses chaussures éraflées et la détermination farouche dans ses yeux bleus. Pendant une seconde, son expression s'adoucit. Puis le masque de la gardienne des lieux retomba aussitôt. « C'est très gentil, ma chérie, » dit-elle, la voix distante. « Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Nous devons rencontrer l'employée elle-même. Protocole de sécurité, assurance, bon sens. » Mais l'homme au téléphone a dit que si elle n'était pas là, elle serait disqualifiée, insista Émilie en levant le dossier en cuir. « Je ne peux pas laisser ça arriver. S'il vous plaît, prenez juste le papier. Regardez-le, je vous en prie. » « Je ne peux pas accepter un CV d'une mineure, » répondit Madame Higgins en attrapant le téléphone sur son bureau. « Je vais appeler la sécurité pour te raccompagner dehors. Tu ne peux pas errer dans le hall. »« Non. » Le mot sortit d'Émilie plus fort qu'elle ne l'aurait voulu. Plusieurs personnes dans le hall se retournèrent.
Émilie sentit son visage s'enflammer, mais elle ne recula pas. Elle se souvenait de la vie d'expulsion. Elle se souvenait de l'atout de sa mère. « S'il vous plaît, » dit Émilie, sa voix tombant en un murmure intense. « Vous ne comprenez pas. Mon grand-père a combattu à la guerre. Il m'a appris qu'on ne laisse personne derrière. Ma maman est quelqu'un de bien. Elle est honnête. Elle a besoin d'une chance. Une seule chance. » Madame Higgins hésita. Sa main resta suspendue au-dessus du téléphone. Quel est tout ce vacarme? La voix venait de derrière Émilie, profonde, résonnante, rugueuse comme du gravier. Les yeux de Madame Higgins s'écarquillèrent. Elle se redressa immédiatement, ajustant son blazer. « Monsieur Millet, bonjour monsieur. Je vous prie de m'excuser pour ce dérangement. Je m'occupais simplement d'une situation. » Émilie se retourna lentement. Devant elle se tenait un homme qui semblait absorber tout l'air de la pièce. Il était plus âgé, peut-être vers la soixantaine avancée. Il portait un costume gris anthracite, parfaitement taillé. Ses cheveux blancs et épais étaient coiffés en arrière. Mais c'était son visage qui intimidait un visage sculpté dans le granit sillonné de rides profondes. Ses yeux étaient sombres et perçants comme ceux d'un faucon cherchant une proie dans un champ. Il tenait un gobelet de café à emporter dans une main et une pile de dossiers dans l'autre. Il baissa les yeux vers Émilie. « Une situation », répéta-t-il. Puis il regarda Madame Higgins. « Depuis quand a-t-on des enfants qui crient dans le hall, Martha? » « Elle partait justement, Monsieur Millet, » dit rapidement Madame Higgins. « Elle est venue, eh bien, elle prétend être ici pour un entretien d'embauche. » L'homme Robert Millet, le propriétaire milliardaire du bâtiment et de l'entreprise, regarda de nouveau Émilie. Il ne sourit pas. Il n'avait pas l'air amusé. Il avait l'air agacé. « Un entretien, » dit Millet d'un ton plat. « Tu me sembles un peu jeune pour le service actuariel. » Les genoux d'Émilie tremblaient. C'était lui, le patron, l'homme qui possédait tout. Si elle ratait ce moment, c'était fini. Elle avala difficilement, serrant si fort le dossier de grand-père Franck que ses jointures devinrent blanches. « J'ai 10 ans, » dit Émilie. Elle se força à le regarder droit dans les yeux, comme grand-père lui avait appris. « Et je ne suis pas ici pour le poste. D'actu, le poste de maths. Je suis ici pour le poste de nettoyage. » Millet leva un sourcil. « Ah oui, oui monsieur, » dit Émilie. « Ma maman Marie devait être ici, mais elle est sale malade. Et votre employée au téléphone a dit qu'elle perdrait sa place si elle ne venait pas. Alors je suis venu. » Millet la fixa. Le hall s'était complètement calmé. Les gens faisaient semblant de regarder leur téléphone, mais ils écoutaient tous. « Tu es venu passer l'entretien à la place de ta mère ?» demanda Millet. « Oui. »« Et sais-tu qui je suis? »« Vous êtes le patron, » répondit Émilie. En effet, Millet prit une gorgée de café sans la quitter des yeux. « Et sais-tu que mon temps vaut environ 5 000 € la minute? » Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent. « C'est beaucoup. »« Ça l'est. Alors donne-moi une seule raison pour laquelle je ne devrais pas demander à la sécurité de te mettre dans le prochain bus pour rentrer chez toi et continuer ma journée. » La panique monta en elle. Elle pensa à l'appartement glacé, au frigo presque vide, au métal rangé dans le tiroir de son grand-père, sa médaille de la croix de la valeur militaire qu'il n'avait jamais portée. Elle fit un pas en avant. Elle tendit le dossier en cuir. « Parce que, » dit Émilie, sa voix claire, résonnant dans le hall silencieux, « ma maman n'est pas seulement une femme de ménage. C'est une soldate, elle aussi. Elle se bat chaque jour pour nous garder en sécurité. Et elle ne se plaint jamais, pas une seule fois. Si vous voulez quelqu'un qui abandonnera quand les choses deviennent difficiles, embauchez quelqu'un d'autre. Mais si vous voulez quelqu'un qui fera le travail quoi qu'il arrive,
Vous devez regarder ceci. » Elle lui tendit le dossier. Millet observa le cuir usé. Il vit les éraflures sur les chaussures de la fillette, les poignets effilochés de son gilet. Puis il regarda son visage, un visage rempli d'un espoir désespéré et terrifiant. Pendant un long moment, personne ne bougea. Puis lentement, Robert Millet tendit la main et prit le dossier. Il le tint entre ses doigts soignés, mais fort, effleurant le cuir abîmé. Il ne l'ouvrit pas tout de suite. À la place, il fixa Émilie. Il l'évaluait comme un général évalue un terrain avant une bataille. « Suis-moi », dit-il. Il se tourna et marcha vers les ascenseurs. Il ne vérifia même pas si elle le suivait. Il supposait qu'elle le ferait. Madame Higgins laissa échapper un souffle choqué. « Monsieur Millet, vous avez une réunion du conseil dans 10 minutes. Monsieur Holloway vous attend déjà. »« Holloway attendra, » gronda Millet sans ralentir. Émilie se dépêcha de le suivre. Ses semelles en caoutchouc couinaient sur le marbre. Elle serrait son gilet, son cœur battant contre ses côtes comme un oiseau pris au piège. Elle passa devant les agents de sécurité qui semblaient perplexes, mais s'écartèrent instantanément pour leur patron. Ils entrèrent dans l'ascenseur. Ce n'était pas comme les ascenseurs qu'Émilie connaissait. Il n'y avait aucun bouton, juste une surface de verre lisse. Les parois étaient des miroirs. Émilie se vit refléter à l'infini une petite fille terrifiée dans des vêtements trop grands à côté d'un titan de l'industrie. Les portes se fermèrent, coupant le bruit du hall. Le silence devint lourd. Millet appuya sur un point du panneau de verre. L'ascenseur commença à monter rapide et fluide. « Tu as dit que ton grand-père était soldat, » dit Millet. Il ne la regardait pas. Il fixait les portes d'acier. « Oui, monsieur, » répondit Émilie. « Sergent Frank David. » Le coin de l'œil de Millet tressaillit légèrement. « L'armée. »« Oui, monsieur, l'infanterie. » « Et il t'a appris à entrer dans les bureaux pour demander des entretiens. »« Il m'a appris qu'on ne recule pas sous prétexte que l'ennemi est plus grand que soi, » dit Émilie. Elle se souvenait parfaitement de la phrase. Elle était écrite au dos de la photo dans sa chambre. Il disait « La taille n'est qu'une question de géographie. C'est l'esprit qui prend la colline. » Millet tourna lentement la tête pour la regarder. L'ascenseur émit un léger dingue en dépassant le 40e étage. « L'esprit prend la colline », répéta doucement Millet. Sa voix sonnait différemment. Moins comme du gravier, plus comme un tonnerre lointain. Je n'avais pas entendu cette phrase depuis très longtemps. Les portes s'ouvrirent sur l'étage supérieur. Si le hall était impressionnant, l'étage de la direction appartenait à un tout autre monde. La moquette était épaisse et silencieuse. Les murs étaient tapissés d'art moderne, ressemblant à des éclaboussures de peinture en colère. Une vue sur toute la ville s'étendait à travers les immenses fenêtres du sol au plafond. Un homme en costume bleu faisait les 100 pas devant un bureau de réception. Il avait l'air plus jeune que Millet, peut-être 40 ans. Les cheveux gominés en arrière et une montre qui valait sûrement plus que l'immeuble où vivait Émilie. C'était Monsieur Holloway. « Robert !» s'exclama Holloway en se retournant. « Enfin, les investisseurs, qui est-ce » Holloway regarda Émilie avec un mélange d'amusement et de dédain. Il fronça légèrement le nez, comme s'il sentait quelque chose de désagréable. « Voici Émilie, » dit Millet en passant devant lui. « Elle est actuellement la partie la plus intéressante de ma matinée. »« C'est une enfant, » ricana Holloway en les suivant. « Robert, nous devons parler de la fusion. Nous ne pouvons pas permettre à des gamins errants de se balader dans la suite exécutive. Ça fait désordre. Dois-je appeler la sécurité? » Millet s'arrêta. Il se tourna lentement vers Holloway. « James, » dit-il d'une voix douce, « sais-tu pourquoi j'ai construit cette entreprise? » Holloway cligna des yeux. « Pour gagner de l'argent, Robert.
pour dominer le marché. Non, dit Millet. Je l'ai construite pour pouvoir faire absolument ce que je veux. Et en ce moment, ce que je veux, c'est mener un entretien. Il pointa du doigt la lourde porte en chêne de son bureau. « Attends ici. » La bouche d'Alloway se referma d'un coup sec. Il lança un regard noir à Émilie. Émilie ne répondit pas par un regard. Elle se tint simplement plus droite, imitant la posture de Milette. Milette ouvrit la porte et fit entrer Émilie. Le bureau était immense. Un bureau de la taille d'une table de salle à manger faisait face aux fenêtres. 2 fauteuils en cuir étaient déplacés devant. Milette contourna le bureau et s'assit. Il fit un geste vers un fauteuil. « Assieds-toi. » Émilie grimpa dessus. Le fauteuil était si moelleux qu'il semblait l'engloutir. Ses pieds la pendaient à plusieurs centimètres du sol. Elle posa ses mains sur ses genoux pour les empêcher de trembler. Milette posa enfin le dossier en cuir sur le bureau. Il l'ouvrit. La première chose qu'il vit fut le CV. Il était propre, tapé sur du papier ordinaire. Marie-David Expérience Hôtel, du centre 2018-2020. Le dîner de la gare, 2020-2022. Il le parcourut. C'était une liste humble. Il y avait des trous. Les trous signifiaient, généralement, des problèmes addiction prison-paresse. « Pourquoi ces trous ?» demanda Millet en tapotant le papier. 2016 à 2018, aucun travail indiqué. C'est quand grand-père est tombé malade, répondit immédiatement Émilie. Le cancer. Maman a quitté son travail à l'épicerie pour s'occuper de lui. Elle a appris à changer ses perfusions. Elle a appris à le soulever quand il ne pouvait plus marcher. Elle a tout fait toute seule parce que les infirmières coûtaient trop cher. Millet cessa de lire. Il regarda la fillette. Elle a quitté un emploi rémunéré pour s'occuper d'un mourant. Ce n'était pas juste un homme, dit Émilie avec férocité. C'était son père. On ne laisse pas la famille derrière. Milette se renfonça dans son fauteuil. Le cuir craqua. Il regarda par la fenêtre vers le ciel gris. Et maintenant, elle est malade. C'est une pneumonie, dit Émilie. Je crois qu'elle tousse jusqu'à ne plus pouvoir respirer. Elle brûle comme du feu, mais elle a essayé de se lever ce matin. Elle a voulu mettre ses chaussures. J'ai dû les cacher. Tu as caché ses chaussures? Oui, si elle sortait dans le froid, elle empirerait. Mais nous avons besoin d'argent. Le propriétaire a mis le papier rouge sur notre porte. L'avis d'expulsion, nota Milette. Oui, 3 jours. La voix d'Émilie vacilla, mais elle ravala ses larmes. Alors, j'ai besoin que vous lui donniez le travail. Je peux l'aider. Je peux frotter les sols jusqu'à ce qu'elle aille mieux. Je sais nettoyer. Je fais tout l'appartement. Je sais qu'il faut utiliser le produit bleu pour le verre et le jaune pour le bois. Milette l'observa. Il s'était retrouvé face à des sénateurs, des PDG et des chefs de guerre. Il avait vu des hommes mentir sans ciller. Il avait vu la cupidité sous 1000 formes. Mais ceci était brut. C'était une intégrité désespérée sans artifice. Il regarda de nouveau le dossier. Il retourna le CV. En dessous, glissé dans la pochette, il y avait une photo. Émilie avait dû oublier de la retirer quand elle avait attrapé le dossier. Millet se figea. Sa main habituellement si stable trembla légèrement lorsqu'il prit la photo. C'était une vieille photo en noir et blanc. Un groupe de jeunes hommes en treillis boueux, debout devant une Jeep. Ils avaient à l'air épuisés, sales jeunes. Milette la regarda de près. Il plissa les yeux. « Voilà grand-père », dit Émilie en montrant l'homme grand à gauche. « Sergent Franck. » Milette ne parla pas. Ses yeux passèrent du visage sur la photo à la fillette en face de lui. Il observa son menton, la façon dont elle le tenait avec entêtement. Ses yeux bleus brillants, intelligents, intrépides. Il regarda de nouveau la photo, mais ce n'était pas Franck qu'il fixait.
C'était le garçon maigre et terrifié, juste à côté de Frank. Le garçon au casque trop grand pour sa tête. Celui qui tenait un poste radio. Millet toucha du bout du doigt le visage du garçon. « Soldat Millet », murmura-t-il. Émilie inclina la tête. « Quoi ?» Millet s'éclaircit la gorge. Un son rauque dur. Il reposa la photo doucement comme si elle était en verre. « Ton grand-père », dit Millet, sa voix désormais plus épaisse. « Il a servi dans la Légion étrangère. » Les aigles hurlèrent. « Oui, monsieur. Il disait que c'était les meilleurs. »« Il l'était, » dit Millet. Il fixait le bureau. Les souvenirs revenaient incontrôlables. L'odeur de jungle humide, le bruit des mortiers, la peur qui avait un goût de métal dans sa bouche. Il se souvenait d'une nuit en 1961 sur une ligne de crête en Algérie. Ils étaient cloués au sol. Il avait 19 ans, opérateur radio, et il s'était figé. Il ne pouvait plus bouger. Les balles traçantes labourèrent la terre autour de lui. Puis une main avait attrapé son gilet. Une main forte. « Lève-toi, Millette. Bouge-toi, gamin. On ne meurt pas ici aujourd'hui. » Frank David. Frank l'avait traîné sur 50 mètres dans la boue jusqu'à l'abri. Cette nuit-là, Frank avait reçu un éclat d'obus dans la jambe, la blessure qui lui avait donné sa claudication. Il n'en avait jamais parlé. Il l'avait seulement bandé et avait continué de tirer. Millet regarda Émilie. Cette petite était la petite fille de l'homme qui lui avait sauvé la vie. Et maintenant, l'homme qui possédait les cieux s'apprêtait à laisser la fille de son sauveur être jetée à la rue à cause d'un simple poste de nettoyage. Un goût amer remplit la bouche de Millette. La honte. Il avait construit un empire. Il avait des milliards à la banque. Et Frank David était mort pauvre, laissant une fille et une petite fille dans un appartement glacé au bord de la faim. « Monsieur, » demanda Émilie, « est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? » Millette cligna des yeux, revenant au présent. Il regarda la fillette. Elle tordait ses mains sur ses genoux, terrifiée à l'idée de l'avoir offensée. « Non, Émilie, » dit Millet, « tu as tout bien fait. » Il se leva. Il marcha vers la fenêtre et regarda la ville en contrebas. Il se sentait vieux, fatigué, mais pour la première fois depuis des années, il ressentait autre chose. Une dette ancienne impayée depuis trop longtemps. Il se retourna vers elle. « Tu as dit que ta mère est à la maison? »« Oui, monsieur. »« Et elle est seule? »« Oui. Je lui ai laissé un mot. » Millet appuya sur un bouton du téléphone de son bureau. « Holloway » aboya-t-il. La porte s'ouvrit instantanément. Holloway entra l'air suffisant. « Prêt à la renvoyer chez elle, Robert. La sécurité est en attente. »« Annule la réunion du conseil, » dit Millette. La mâchoire d'Holloway se décrocha. « Pardon, Robert, les investisseurs japonais prennent l'avion ce soir. Nous ne pouvons pas. »« J'ai dit annule, » rugit Millet. La puissance de sa voix fit vibrer la pièce. « Replanifie pour la semaine prochaine. S'ils ne sont pas contents qu'ils trouvent un autre partenaire. » Il attrapa son manteau. Il contourna le bureau et tendit la main à Émilie. « Viens, soldat, » dit-il. Émilie regarda la main. Elle était grande et calleuse. Elle glissa du fauteuil et la prit. Sa main disparut dans la sienne. « Où allons-nous » demanda-t-elle. « Nous allons effectuer la deuxième partie de cet entretien, » dit Millet. « En personne. »« Mais ma maison, elle n'est pas comme ici, » balbutia Émilie, jetant un regard autour du bureau luxueux. « Elle est petite et le chauffage est cassé. » Le visage de Millette se durcit. L'idée que la famille de Frank grelotte le fit bouillir de rage. « Alors nous allons le réparer, » dit-il. Il l'entraîna hors du bureau, passant devant un Holloway stupéfait. « Robert, tu es devenu fou !» cria Holloway derrière eux. « Où vas-tu »
Millet ne répondit pas. Il accompagna Emily jusqu'à l'ascenseur. « Je vais payer une dette, James, » dit-il, tandis que les portes se refermaient. Une très vieille dette. La voiture était une berline noire, longue et brillante. Les sièges étaient chauffants. Emily s'assit à l'arrière, s'enfonçant dans le cuir. Elle n'avait jamais été dans une voiture qui sentait comme des chaussures neuves. Millet s'assit à côté d'elle. Il était au téléphone aboyant des ordres. « Envoyez le docteur Harris dans la banlieue sud. Je me fiche s'il est en opération. Appelez son collègue. Je veux un pneumologue à cette adresse dans 20 minutes. Et dites à la société de chauffage que je veux un technicien là-bas aussi. Priorité 1. » Il raccrocha et regarda Emily. Elle le fixait, les yeux grands ouverts. « Le docteur Harris, c'est un recruteur aussi ?» demanda-t-elle. Un fantôme de sourire passa sur les lèvres de Millet. Quelque chose comme ça. La voiture glissait sans à-coups dans les rues de la ville, absorbant les nids de poules qui auraient secoué un bus. Ils laissèrent derrière eux les tours brillants au soleil. Les rues devinrent plus étroites, les immeubles plus gris, plus délabrés. Millet regarda par la fenêtre. Il vit la pauvreté, les fenêtres condamnées. Il se demanda combien de fois Frank avait marché dans ces rues, boitant sur sa mauvaise jambe, trop fier pour demander de l'aide. « Pourquoi ne m'as-tu jamais appelé Frank ?» pensa Millet. « Je t'aurais donné le monde. » Mais il savait pourquoi. Frank était fier. Frank n'acceptait pas la charité. La voiture s'arrêta devant l'immeuble d'Emily. C'était un bâtiment en briques de 4 étages. La porte d'entrée avait la peinture qui s'écaillait. Un groupe d'adolescents sur les marches cessa de parler et fixa la voiture de luxe. Le chauffeur, un homme massif nommé Samson, ouvrit la porte. « Attends ici, Samson, » dit Millet. « Laisse tourner le moteur. » Millet descendit sur le trottoir fissuré. Il ajusta son costume coûteux. Il avait l'air complètement déplacé, comme un diamant dans une benne à charbon. Emily descendit à son tour. « C'est au 3e étage. L'ascenseur est en panne. »« Passe devant, » dit Millet. Ils passèrent devant les adolescents. L'un d'eux, un garçon en hoodie, s'avança. « Jolie caisse, papy. » Le garçon ricana. « Tu t'es perdu. » Millet s'arrêta. Il tourna lentement la tête. Il lança au garçon le même regard qu'il avait lancé au conseil d'administration en 1995 quand ils avaient tenté de le destituer. Un regard d'une froideur terrifiante. « Je suis exactement là où je veux être, » dit Millet. « Écarte-toi, fiston. » Le garçon hésita, vit le regard dans les yeux de Millet, les yeux d'un homme qui avait vu des choses qu'il ne pouvait imaginer, et recula. Emily le guida dans les escaliers. La cage d'escalier sentait l'huile de cuisson vieille et le béton humide. Ils montèrent jusqu'au 3e étage. Emily porta la main à la clé qu'elle portait autour du cou. Ses mains tremblaient. Elle eut soudain peur. Et si sa mère était en colère? Et si l'appartement était en désordre? Et si M. Millet les renvoyait avant même qu'ils aient y à commencer? Elle déverrouilla la porte et la poussa. L'appartement était glacé. Il faisait plus froid dedans que dans le couloir. « Maman !» appela doucement Emily. Pas de réponse. Une panique brutale embrasa la poitrine d'Emily. Elle lâcha le dossier de son grand-père et courut vers la chambre. « Maman !» Millet la suivit, ses pas lourds résonnant sur le plancher mince. Ils entrèrent dans la chambre. Marie était allongée sur le lit, emmêlée dans les draps. Son visage était d'un rouge profond, presque irréel, mais ses lèvres étaient bleues. Elle tremblait violemment, ses dents claquant dans un bruit qui emplissait la pièce. « Elle ne se réveille pas », sanglota Emily en secouant l'épaule de sa mère. « Maman, s'il te plaît. » Millet réagit immédiatement. Il poussa doucement Emily de côté, avec urgence, mais sans brutalité. Il retira sa veste de costume gris anthracite
et la posa sur Marie. Il plaça le dos de sa main contre sa joue. « Elle brûle », dit Millet d'une voix sombre. « Fièvre septique. » Il se tourna vers Émilie. La fillette se tenait près du lit, les larmes coulant, enfin sa bravoure craquant sous le poids du silence de sa mère. « Émilie, » dit Millet, sa voix nette, autoritaire, « j'ai besoin que tu sois un soldat maintenant. Tu peux faire ça. » Émilie renifla, essuya son nez du revers de sa manche. Elle regarda sa mère, puis Millet. Elle hocha la tête. « Bien, va dans la salle de bain. Prends une serviette. Mouille-la à l'eau froide. Ramène-la. » Émilie s'élança. Millet sortit son téléphone. Il appela Samson. « Laisse tomber le médecin qui vient ici, » aboya-t-il. « On la descend. Préviens l'hôpital. Dis-leur que Robert Millet arrive avec une patiente critique. Je veux une équipe de réanimation prête tout de suite. » Il raccrocha. Il regarda la femme étendue sur le lit. Elle ressemblait tellement à Franck. Le même nez, le même menton. « Tiens bon, Marie, » murmura Millet. « Je suis là. La cavalerie est arrivée. » Émilie revint avec la serviette mouillée. Millet la prit et tamponna délicatement le front de Marie. « Samson arrive pour m'aider à la porter, » dit-il à Émilie. « Nous l'emmenons à l'hôpital. » Mais la voix d'Émilie était minuscule. « Nous n'avons pas de mutuelle. La dernière fois, l'hôpital a dit... » Millet regarda l'enfant. Il posa une main sur son épaule. « Émilie, dit-il, laisse-moi m'occuper de tout ça. Ton travail à toi, c'est de lui tenir la main. Compris. » « Oui, monsieur. » Samson, le chauffeur, apparut dans l'embrasure de la porte, remplissant tout l'espace. C'était un géant. « Monsieur. » « Emballe-la dans la couverture, Samson. Doucement. Elle est fragile. » Samson souleva Marie, aussi facilement qu'une poupée. Millet aperçut alors quelque chose sur la table de chevet. C'était le mot laissé par Émilie, partie au magasin chercher de la soupe. À côté, une petite Bible usée. Millet la prit. Il ouvrit la couverture. À l'intérieur, en encre pâlie, figurait une inscription pour Marie Lafoy et la preuve des choses qu'on ne voit pas. Avec amour, papa. Algérie, 1961. Millet referma le livre et le glissa dans sa poche. Il regarda une dernière fois la chambre froide et vaste et vide. « On y va, » dit-il. Les portes vitrées des urgences s'ouvrirent brusquement. Ce n'était pas l'entrée habituelle. Normalement, on prend un numéro et on attend 6 heures avec un gobelet en carton. Mais pas quand on est avec Robert Millet. Le docteur Harris, chef de service, attendait à l'entrée. C'était un homme grand, aux tempes grises et au visage sérieux. Il ne regarda pas les papiers de couverture sociale. Il regarda Millet. « Réa 1 est prête, Robert, » dit le docteur Harris. « L'infectiologue est en route. » Samson entra avec Marie dans ses bras. Elle semblait minuscule, enveloppée dans la couverture luxueuse, comme un oiseau blessé. Émilie courait à côté, tenant le bord de la couverture. « Ça va aller, maman. On est là. Le docteur important est là. » Ils traversèrent les couloirs. Les infirmières s'écartaient. Les brancardiers s'arrêtaient. C'était comme un courant de puissance traversant les couloirs blancs et stériles. Ils atteignirent la salle de réanimation. Une équipe d'infirmières en blouse bleue se précipita sur Marie. « Saturation à 82%, » cria l'une. « Tas en chute, 7 sur 4. Elle est en septicémie. »« Posez 2 voies, » aboya le docteur Harris. « Antibiotiques à large spectre. Apportez la couverture refroidissante. » Une infirmière poussa doucement Émilie vers la porte. « Tu dois attendre dehors, ma chérie. Laisse-nous travailler. » Émilie planta ses talons dans le linoléum. « Non, je dois rester. Elle n'aime pas le noir. Elle a peur. » Millet s'avança. Il posa ses grandes mains sur les épaules d'Émilie. Il ne la tira pas. Il la stabilisa. « Émilie, » dit-il sa voix basse, tranchant à travers les bips et les cris. « Repos, soldat. »
Émilie leva les yeux vers lui. Les larmes coulaient sur son visage, traçant des sillons à travers la poussière. « Mais elle est tout ce que j'ai », chuchota-t-elle. « Si elle s'en va, je suis toute seule. » La peur dans sa voix brisa le cœur de Millet. Elle fractura la carapace de granit qu'il avait construite autour de lui depuis 40 ans. « Elle est entre les meilleures mains du monde, » dit Millet. « Et tu n'es pas seule, tu es avec moi. » Il la guida doucement hors de la salle. Les lourdes portes se refermèrent, coupant la vue du visage pâle de Marie. La salle d'attente familiale privée du 4e étage était silencieuse. Elle ne sentait pas l'hôpital. Elle sentait la lavande et le calme. Il y avait une machine à café qui broyait des grains frais et les fauteuils étaient en cuir souple. Cela faisait 4 heures. Émilie était assise dans un fauteuil trop grand pour elle. Elle avait les genoux repliés contre sa poitrine. Elle serrait encore le dossier en cuir. Millet se tenait près de la fenêtre, regardant le parking en bas. Il avait desserré sa cravate. Il avait retroussé ses manches. Pour la première fois depuis des décennies, il ressemblait à un homme au travail, pas à une statue. Il observait le reflet de la fillette dans la vitre. Elle n'avait pas bougé. Elle n'avait pas demandé à manger. Elle regardait seulement la porte. Elle a la discipline de Franck, pensa Millet, et sa ténacité. Il se dirigea vers la machine à café et prépara une tasse de chocolat chaud. Il marcha jusqu'à Émilie et la lui tendit. « Bois », dit-il. Émilie regarda la tasse. « Je ne peux pas payer ça. » Millet laissa échapper un petit rire sec, un son rouillé. « C'est pour moi. Bois, ça te réchauffera. » Elle prit la tasse à 2 mains. La vapeur lui réchauffa le visage. Elle prit une petite gorgée. « Monsieur Millet ?» demanda-t-elle doucement. « Appelle-moi Robert. »« Monsieur Robert, pourquoi vous nous avez aidés ?» Millet s'assit dans le fauteuil en face d'elle. Il se pencha en avant, les coudes sur les genoux. Il avait l'air fatigué. « Parce que j'avais une dette, » dit-il. « Une très grosse dette, et je suis un homme qui paie ce qu'il doit. Envers mon grand-père. Ouais, envers Franck. » Millet regarda ses mains. Nous étions jeunes, plus jeunes que je ne l'ai compris à l'époque. Nous étions dans un sale endroit, Émilie. Un endroit vraiment terrible. Et j'avais peur. Papy disait « La peur est une réaction », récita Émilie automatiquement. Oui. Millet sourit tristement. Ah, il me l'a dit aussi. Il me l'a dit juste avant de courir dans le feu pour me tirer de là. Il n'était pas obligé. J'étais juste un gamin de la ville. Lui, c'était un fils de fermier. On n'avait rien en commun, mais il est revenu pour moi. Il la regarda intensément. Il ne te l'a jamais dit? Non. Émilie secoua la tête. Il ne parlait jamais de la guerre, seulement des trucs marrants, comme le jour où il a volé un poulet. Millet éclata de rire. Un vrai rire cette fois. Ce poulet. Je me souviens de ce poulet. C'était le morceau de viande le plus coriace que j'ai jamais mangé. Le rire s'éteignit, laissant un silence confortable. « Il est mort pauvre », dit Millet, l'amertume revenant dans sa voix. J'ai vérifié les archives pendant qu'on attendait. Pas de pension, pas de droit. Pourquoi? Millet serra la mâchoire. Les papiers ont été perdus, dit simplement Émilie. Il y a eu un incendie au centre des archives militaires. C'est ce qu'ils ont dit. Il a écrit des lettres, maman aussi. Mais il disait qu'il ne pouvait rien prouver sans les dossiers. Rien prouver, répéta Millet. Non. Alors, il a travaillé dans un magasin de bricolage jusqu'à ce que sa jambe soit trop mauvaise. Après, il s'est assis dans son fauteuil et m'a raconté des histoires. Millet se leva et retourna à la fenêtre. Sa colère était une chose froide, dure dans sa poitrine. Un héros de la Légion étrangère, privé de ses droits,
à cause de paperasse, alors que lui, Millet gagnait des millions dans une tour de verre. La porte s'ouvrit. Ce n'était pas le médecin, c'était James Holloway. Holloway avait l'air agité. Il tenait une tablette. « Robert », siffla-t-il en refermant la porte derrière lui. « Ça devient ridicule. Les investisseurs japonais menacent de se retirer. Tu as disparu toute la journée. Et pourquoi? Une femme de ménage ?» Millet se retourna lentement. L'air de la pièce sembla chuter de 10 degrés. « Une femme de ménage », répéta Millet. « Oui, une femme de ménage. » Holloway agita la main vers Emily et son dossier. « Écoute, fais-leur un chèque. Donne-leur 5 000 €. C'est une fortune pour des gens comme ça. Et retournons travailler. » Emily se tassa dans son fauteuil. La honte lui brûla les joues. Des gens comme ça. Millet avança vers Holloway. Il marchait calmement, mais il y avait une menace dans ses pas qui fit reculer Holloway. « James, » dit Millet doucement, « tu sais ce que cette petite a fait aujourd'hui? » Elle a interrompu une réunion. Elle est entrée dans la gueule du lion pour sauver sa mère. Il ajouta, « Elle a montré plus de courage en 10 minutes que tu n'en as montré dans toute ta carrière d'élite. » Robert, sois raisonnable. Je suis raisonnable. Je réalise que je me suis entouré de gens qui connaissent le prix de tout et la valeur de rien. Millet arracha la tablette des mains d'Holloway. Il regarda les chiffres de la fusion à l'écran. Il appuya sur quelques boutons et effaça le fichier. « Robert !» hurla Holloway. C'était la seule copie. « Alors, tu ferais mieux de recommencer à taper, » dit Millet. « Mais pas ici. Tu es viré, James. »« Tu ne peux pas me virer. Je possède 51% du capital. Je peux virer Dieu s'il travaille pour moi. Dehors. Et rends ton badge à la sécurité. » Holloway resta bouche bée. Il regarda Millet puis Emily. Il devint rouge, puis blême. Il fit volte-face et sortit d'un pas furieux. Millet inspira profondément. Il ajusta ses poignets de chemise. Il regarda Emily. « Désolé pour ça, » dit-il. « Je faisais juste un peu de ménage. » Il était presque le soir quand le docteur Harris revint. Il avait l'air épuisé, mais il souriait. « Elle a passé le cap, » dit-il. Emily laissa tomber sa tasse. Elle rebondit sur la moquette. « Elle va bien. Elle dort. La fièvre est tombée il y a 20 minutes. Les antibiotiques agissent vite. Ta maman est forte. Elle a un cœur de battante. » Emily éclata en sanglots. Des sanglots forts, laids, merveilleux, pleins de soulagement. « Je peux la voir. »« Quelques minutes. Elle a besoin de repos. » Millet se leva. « Vas-y, Emily. Je t'attends ici. » Emily courut jusqu'à la porte puis s'arrêta. Elle regarda le milliardaire. « Venez avec moi, » dit-elle. « S'il vous plaît, elle doit savoir. » Millet hésita. Il se sentait indigne d'entrer dans cette chambre, mais il ne pouvait pas résister à ce regard. Ils entrèrent. La pièce était sombre. Les machines bipaient doucement, une pulsation régulière et rassurante. Marie était redressée sur des oreillers. Elle avait l'air pâle, mais la terrible rougeur avait disparu. Ses yeux étaient ouverts, embués, confus. « Amy » murmura-t-elle d'une voix rauque. « Maman. » Émilie grimpa sur le lit, faisant attention aux tuyaux. Elle enfouit son visage dans le cou de sa mère. Marie caressa les cheveux de sa fille. Ses yeux montèrent lentement vers l'homme debout au pied du lit. Un homme en costume qui valait plus que ce qu'elle gagnerait en 10 ans. « Qui ?» murmura Marie. « Madame David, » dit Millet. Il fit un pas en avant. Il ne s'inclina pas, mais il baissa la tête avec respect. « Je suis Robert Millet. » Les yeux de Marie s'écarquillèrent. « L'entretien, je l'ai raté. Je suis tellement désolé. Je peux travailler, je vous jure. Il me faut juste quelques jours. »« Chut !» dit Millet doucement. « Arrêtez. Il n'y a pas d'entretien.
Le visage de Marie se décomposa. Elle ferma les yeux. « Je comprends, je comprends. »« Non, » dit Millet. « Vous ne comprenez pas. » Il glissa la main dans sa poche et sortit l'ancienne photo, celle de l'escouade en Algérie. Il la leva. « Vous connaissez cette photo ?» Marie plissa les yeux. « C'est l'escouade de mon père. Les aigles hurleurs. Vous savez qui est le gars maigre juste à côté de lui ?» Marie regarda. Elle regarda l'homme en costume. Elle regarda la photo. « C'est vous. » « Oui, » dit Millet. Sa voix se brisa légèrement. « Votre père m'a porté sur 2 kilomètres, la jambe en miettes. Il m'a sauvé la vie, Marie. Et je ne lui ai jamais dit merci. » Des larmes montèrent dans les yeux de Marie. Il parlait d'un Bobby. Il disait que Bobby était le seul qui savait jouer correctement au poker. Millet rit et des larmes coulèrent sur ses joues de granit. « J'étais Bobby, je suis Bobby. » Il prit la main de Marie. Elle était rugueuse, calleuse, marquée par des années de travail. « Je suis désolé de ne pas avoir été là, » dit Millet. « Désolé que vous ayez dû tant lutter, mais ça s'arrête aujourd'hui. » 3 jours plus tard, Marie fut autorisée à sortir. Elle était assise dans un fauteuil roulant, même si elle disait qu'elle pouvait marcher. Émilie la poussait. Millet marchait à côté. Ils ne se dirigèrent pas vers l'arrêt de bus. Samson les attendait avec la voiture. « Où allons-nous » demanda Marie. « À notre appartement. Le propriétaire a sûrement changé les serrures. »« Nous n'allons pas à l'appartement, » dit Millet. « Mais mes affaires, Samson s'en est occupé hier. Tout est emballé. »« Emballé pour aller où ?» Millet fit signe à Samson de démarrer. Ils quittèrent la ville, avançant vers les banlieues verdoyantes. Ils entrèrent dans une longue allée bordée de chênes. Au bout se trouvait une maison. Ce n'était pas un manoir, mais elle était magnifique. Briques blanches, volets bleus, grande véranda. « Robert, » dit Marie, la panique montant. « Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas. C'est trop. La générosité, c'est une chose, mais ce n'est pas de la charité, » coupa Millet. Il se tourna vers elle et sortit une grosse enveloppe de sa poche. « Ceci, » dit-il, « c'est un rappel de solde. »« Quoi ?» ?»« J'ai calculé les primes de risque que votre père aurait dû recevoir avec intérêts composés de 1961 à aujourd'hui, plus les prestations qu'on lui a refusées, plus des honoraires de consultant pour avoir sauvé le PDG du groupe Millet. » Il lui donna l'enveloppe. Elle était lourde. « Et, » ajouta Millet, « j'ai une offre d'emploi si vous la voulez. » Marie essuya ses yeux. « Le poste de femme de ménage. » Millet secoua la tête. « Non, j'ai annulé ce poste. Je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin d'une femme de ménage. J'en ai déjà beaucoup. » Il regarda Émilie puis Marie. « J'ouvre une nouvelle division de l'entreprise, le programme d'aide aux anciens combattants Frank David. Sa seule mission, retrouver des gens comme votre père, des anciens qui sont tombés dans les failles, réparer ça, couper les barrières administratives, payer leurs factures, les ramener chez eux. » Marie le fixa stupéfaite. « J'ai besoin d'une directrice, » dit Millet. « Quelqu'un qui connaît la lutte, quelqu'un qui sait faire vivre une famille, avec presque rien, quelqu'un qui ne lâche jamais même face à l'administration. » Il sourit à Émilie. « Et j'ai besoin d'une consultante junior. Quelqu'un pour tenir la directrice en ligne. » Marie regarda la maison. Elle regarda le chèque. Elle regarda sa fille, dont le sourire était si large que son visage en faisait mal. « Je ne connais rien à la gestion d'une fondation, » dit Marie. « Vous avez gardé une famille en vie, avec un salaire minimum, dans une ville qui voulait vous écraser, » dit Millet. « Diriger une fondation, c'est facile à côté de ça. Vous avez le poste Marie si vous le voulez. » Marie inspira profondément.
Elle regarda la photo de son père que Millet avait fait encadrer et poser sur le tableau de bord. La peur est une réaction. Le courage est une décision. « Quand est-ce que je commence ?» demanda-t-elle. « Lundi », sourit Millet. « Maintenant, allons voir votre nouvelle cuisine. Il paraît d'après Émilie que vous faites la meilleure tarte aux pommes du pays. J'ai bien l'intention de vérifier ça. » La salle de réunion était pleine. Des hommes en costume étaient assis autour de la table, mais à la tête siégeait Marie-David, dans un blazer bleu marine impeccable. À côté d'elle, Émilie en uniforme scolaire faisait tranquillement ses devoirs. « Les chiffres du programme de logement pour vétérans sont là, » dit Marie, la voix forte et claire. « Nous avons logé 400 familles ce mois-ci. » Des applaudissements éclatèrent dans la salle. Au fond de la pièce, Robert Millet regardait. Il ne dirigeait pas la réunion. Il n'en avait pas besoin. Il observait la scène. Il voyait la vie qui était née d'un simple acte de courage. Il pensa à ce jour où Émilie était entrée dans le hall, une fillette de 10 ans, chaussures éraflées, cœur terrifié, mais armée d'un amour indestructible pour sa mère. Elle n'avait pas seulement sauvé sa mère. Elle l'avait sauvé lui. Elle l'avait tiré hors de sa tour de verre et ramené dans le monde des vivants. Millet s'avança vers Émilie. Il posa une main sur son épaule. Elle leva les yeux et sourit. « Beau travail aujourd'hui, soldat », murmura-t-il. « Merci, papy Bobby », répondit-elle. « On dit qu'on ne choisit pas sa famille, mais parfois, la vie vous laisse en choisir une deuxième. » Robert Millet avait des milliards, mais il était un pauvre air jusqu'au jour où une petite fille franchit sa porte. Il n'a pas fallu un CV pour changer le monde. Il a suffi d'une fille qui refusait d'abandonner. Il n'est jamais trop tard pour payer une dette. Il n'est jamais trop tard pour faire ce qui est juste. Et parfois, les plus petits soldats mènent les plus grandes batailles. Ainsi se termine l'histoire de la petite fille, aux chaussures éraflées et au cœur de combattante. Émilie a prouvé que le courage ne dépend pas de la taille, c'est la décision de continuer à grimper lorsque la pente devient plus raide. J'espère que cette histoire vous a offert un moment pour vous arrêter et réfléchir aux zéros silencieux de votre propre vie. J'aimerais beaucoup avoir de vos nouvelles. Où étiez-vous en écoutant le parcours d'Émilie? Peut-être étiez-vous en train de vous détendre avec une boisson chaude ou simplement de souffler après une longue journée. Dites-le moi dans les commentaires. Je les lis tous. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner pour que nous puissions partager encore plus de moments comme celui-ci. Votre soutien nous aide à grandir. Merci de votre attention.